Alors, de retour avec Paul Héroux et cette fois-ci avec Sophie Siet qui enseigne la toxicologie des champs électromagnétiques à l'Université McGill, à la faculté de médecine. J'aimerais parler, Paul, avec toi, toi parce qu'on se connaît depuis si longtemps, des études épidémiologiques et même toxicologiques sur les rats au niveau des radiofréquences et du cancer. Santé Canada, essentiellement, vont nous dire on n'a pas de preuve hors de tout doute que c'est dangereux. Donc, vous n'avez pas à réduire votre exposition, contrairement à la France qui a une loi nationale pour interdire le Wi-Fi dans les garderies ou la santé publique de la Californie qui dit ben voici comment réduire votre exposition. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, cher professeur, résumer les études militaires et civiles sur les ondes radio et le cancer? Ben, la raison pour laquelle Santé Canada, dans le fond, parle comme ça, c'est qu'ils prennent tout simplement la publicité et la ligne de pensée de l'industrie. L'industrie a de l'expertise technique en électromagnétisme. Et l'électromagnétisme, c'est un peu, je ne sais pas, comme la chimie organique, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser là-dedans. Donc, le gouvernement, il peut engager quelques experts, mais ces experts-là vont aller aux États-Unis dans des réunions où ils sont noyés dans un paquet d'ingénieurs qui, dans le fond, complotent pour garder les standards hauts, pour ne pas, je dirais, empêcher la commercialisation de toutes les, euh, les, les, les les circuits électroniques ou les applications qui pourraient envisager. Donc, malheureusement, il faut avoir ou bien euh, des références scientifiques de base fermes. Si on ne les a pas, on finit par suivre le courant majoritaire. Et le courant majoritaire, parce que finalement, c'est l'industrie qui engage la majorité des ingénieurs en électricité, ben, c'est une opinion qui est hautement biaisée, qui est pas basée sur la vraie science. Et lorsqu'on a des évidences comme le National Toxicology Program ou le rapport de l'Institut Ramazzini, qui effectivement nous pointe de manière claire qu'il y a des risques associés à ces radiations-là, ben, on dit que finalement, les risques sur la santé humaine ne sont pas bien évalués par des expériences sur des animaux, qu'il y avait probablement des vices dans ces études-là. En d'autres termes, on fait un genre de spin pour essayer de se défiler de toute obligation d'investiguer et de poser des exigences sur l'industrie. Ben, tu connais l'histoire de la thalidomide en Angleterre. La thalidomide, c'est une drogue qui fait des lésions. En fait, les gens n'ont pas de bras ou des bras raccourcis, des membres. C'est une lésion qui est absolument évidente. Alors, lorsque les victimes de la thalidomide en Angleterre se sont présentées devant le gouvernement anglais en leur disant « Vous avez autorisé cette drogue-là dans notre pays. Nous sommes des victimes évidentes de cette drogue-là. Vous devez nous compenser. » Le gouvernement anglais a essayé de se défiler. En d'autres termes, Un on n'a rien à voir médicament, en avec fait. ça. Et finalement, ils ont été obligés, ces victimes-là, c'est pas une chose typique de ne pas avoir de bras. Puis, il y avait un dossier quand même de consommation de cette drogue-là qui était évident, mais ils ont été obligés d'aller à l'Union européenne pour que l'Union européenne impose à l'Angleterre de compenser ces gens-là. Incroyable. Ce qu'on doit comprendre, c'est que tous les gouvernements essaient de se défiler de toute responsabilité quand ils Longtemps peuvent possible. et de protéger l'industrie pour ne pas la perturber. Et c'est comme ça. Mais naturellement, ce qu'ils disent au public, c'est qu'on va prendre soin de vous, on va vous protéger, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent dire. Non, ça, j'ai une diapo dans mes cours sur l'électrosmog, comment ça a pris des décennies ou des siècles avant que les gouvernements agissent pour le tabac, l'amiante, les BPC, etc. Je veux dire, c'est rien de nouveau, c'est clair. Mais peux-tu me résumer les études? On parlait tantôt hors caméra de Repacoli et Lurkel. Repacoli, Michael, c'est un ancien fonctionnaire de Santé Canada qui a dirigé, créé et fondé le projet de recherche sur les champs électromagnétiques à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant ça, il a créé l'ICNIP qui a proposé les limites bidons qui disent
si tu n'augmentes pas d'1 degré Celsius la température de ton corps, les radiofréquences, c'est pas dangereux. Mais pourquoi est-ce que, je veux dire, ils ont tué son étude? Lui, il a prouvé que ça causait le cancer, Rapakoli. Mais oui, effectivement, il a utilisé à peu près à peu près 200 souris, là. C'était des souris qui avaient un talent particulier pour développer le cancer, donc les transgéniques mice, et finalement, en les exposant, ils doublaient leur taux de lymphome. Donc, il aurait dû être un homme totalement convaincu de l'effet des ondes électromagnétiques sur les lymphomes. Mais à cause de ce que j'appellerais l'effet de persuasion de l'environnement où il gravitait, il peut, je dirais, ignorer l'évidence. En d'autres termes, un test qu'il fait lui-même dans un projet dont il est le leader, ben, finalement, on peut dire que ça n'a aucune signification si on fait un effort. C'est que c'est pas facile, ça. Ça veut dire que, dans le fond, la persuasion du groupe vis-à-vis de la réalité scientifique est extrêmement grande. En d'autres termes, si tu recevais une conférence, puis que l'évaluation de la conférence par tes collègues disait que 99 de tes collègues disaient que ben, le résultat est blanc et que toi, tu pensais que le résultat est noir, ben, là, tu es un peu embêté de parler de noir, n'est-ce pas? Parce que tu es isolé et tu es minoritaire. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que Ray Pacioli agit de cette manière-là. C'est intéressant parce que ça a commencé avec les US Air Force en 92. Après ça, leur coup, les, le programme national de toxicologie américaine, leur hypothèse, c'était que les radiofréquences ne causaient pas le cancer. Et ils ont eu des preuves claires que la myéline, l'isolant de la gaine des nerfs, est attaqué, qui créait des tumeurs. Et j'ai appris que les gliomes, les cancers du cerveau, le docteur Hardell et d'autres ont vu les hausses de risque en épidémiologie, en biostatistique. Les gliomes, c'est encore les cellules gliales, donc c'est encore la myéline. La gaine, vraiment, les nerfs sont comment est-ce qu'on dit, vraiment exposés. Euh, les études s'accumulent, là. On voit que c'est bel et bien ça qui est un des mécanismes. Oui, mais les études s'accumulent, mais l'industrie aussi s'accumule. C'est que l'industrie déploie de plus en plus de systèmes dans la société sur la base du fait que les radiations sont inoffensives. Donc, ils ont de plus en plus à perdre au cours du temps. Et là, quand ils rêvent de 5G, de 6G, de 7G, de 8G, ben, ils se disent que si on change les standards, on met en doute toutes ces choses, tous ces merveilleux cadeaux qu'on a faits à l'humanité. Et il faut dire que, dans le fond, l'électrification et les télécommunications sans fil ont eu une grande utilité. On ne peut pas dire, on ne peut pas nier ça. Mais ce qu'on aurait voulu, c'est que ça soit fait de manière intelligente plutôt que de manière, je dirais, commerciale uniquement et de manière, je dirais, en essayant d'ignorer l'humain et en s'occupant uniquement de leur portefeuille. C'est drôle que tu prononces le mot intelligent. Hydro-Québec parle de compteurs nouvelle génération. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont intelligents. Ah non, ils sont plus intelligents? Ils ont Qu'est-ce qui toujours leur est arrivé? dit qu'ils n'étaient pas intelligents. Ils ne sont pas encore intelligents parce qu'ils ont 2 antennes, peut-être parce que la deuxième antenne n'était pas activée. Euh, Ça, c'était à l'été 2012. J'ai passé des semaines avec le docteur Carpenter à répliquer à une lettre imbécile, mais en fait malveillante, je dirais, parue dans le Devoir ou une cinquantaine, je crois, d'universitaires québécois. Et si je ne m'abuse, il n'y en a pas un seul qui avait publié, comme toi et d'autres, et Dr. Carpenter, des études sur les effets biologiques des champs électromagnétiques dans des revues crédibles, révisées par des pairs. Puis on dit compteur intelligent, aucun danger. Alors là, Carpenter, qui est celui qui a reçu des millions de dollars de l'État de New York pour diriger les études sur la leucémie et les champs magnétiques, qui ont confirmé qu'il y avait une hausse du risque chez les enfants. C'est le premier à qui j'ai demandé de répliquer à cette lettre. Et j'ai passé un été, en fait, à peaufiner la lettre.
et je pense que tu étais co-signataire. J'avais surtout des médecins là-dedans. Est-ce que Héroux était là? Je ne t'avais même pas invité, il va falloir acheter ta signature. Cindy Sage elle m'a barré parce que je ne l'avais pas invité à signer. Cindy Sage, qui est une ingénieure, qui a co-signé qui a dirigé le projet Bioinitiative avec Dr. Carpenter. Je voulais tellement que ça soit blindé, je voulais que ce soit surtout des médecins, puis les plus grands chercheurs de la planète et quelques médecins comme Jennifer Armstrong et Pierre Auger, mais Igor Bialev et autres. Alors, il faudrait que tu m'autorises à rajouter ta signature et qu'on parle de compteurs intelligents. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était le neurologue euh, ici, Kurana, en Australie, qui disait des effets neurologiques indésirables ont été signalés chez des personnes qui se retrouvent souvent à proximité, en particulier à 3 mètres des compteurs sans fil. Parce que beaucoup de gens les ont, ces compteurs-là, nouvelle génération, ils disent, moi, je n'ai pas de symptômes, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi est-ce que les gens devraient demander un compteur non communicant, selon vous, Paul Héroux? Ben, parce que effectivement, il y a des individus qui sont sensibles à ces radiations-là. Donc, Il faut moi, le je devenir crois, avec le temps aussi. oui, ça peut se développer avec le temps, mais il y a des gens qui sont affectés par ça relativement rapidement. Et les compteurs intelligents, je pense que c'est une extension de l'industrie qui n'est pas à l'avantage du consommateur. On leur présente ça comme ça, comme c'est tellement rationnel, il n'y a pas besoin que quelqu'un se déplace pour lire votre compteur. Mais en réalité, ça sert à quoi? Ça va servir à vous facturer la puissance réactive qu'il ne vous euh, facturait pas du tout avant. Donc, Est-ce ça va qu'on pourrait augmenter votre... définir, est-ce qu'on pourrait définir c'est quoi la puissance réactive? C'est pas de l'énergie consommée. Ben, c'est de l'énergie, dans le fond, qui rebondit à cause de l'alternance de la tension et des courants. C'est une énergie qui rebondit entre le réseau et le consommateur. En d'autres termes, ça passe dans les fils, mais en rebondissant. Ça fait que, effectivement, l'énergie n'est pas consommée, mais ça passe dans les fils quand même, ce courant-là, même s'il n'est pas consommé. Donc, pour les gros consommateurs industriels, depuis longtemps, Hydro leur facturait la consommation réactive parce qu'ils disaient, on est obligé de passer des fils pour satisfaire vos patentes. Mais jusqu'à maintenant, ils ne le faisaient pas dans le domaine domestique parce que les compteurs n'étaient pas capables de détecter la puissance réactive. Mais avec les nouveaux compteurs, ils sont capables. Donc, si vous branchez, par exemple, un laptop avec une petite bête noire là, en périphérie là, pour l'alimentation, branché dans le secteur puis qui s'en vient dans votre ordinateur directement, la petite bête noire, elle a à peu près la moitié de puissance réactive. Ça fait que si Hydro-Québec facture toujours à 80 de puissance réactive, mais votre facture va augmenter d'autant. Ce que ça va faire aussi les compteurs intelligents, c'est que maintenant, ils vont pouvoir éventuellement interrompre votre consommation de je sais pas, de votre climatiseur ou de votre chauffe-eau de manière arbitraire, sans rien vous demander, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose sur la très, très grande crête, mais effectivement, pour Hydro, c'est une bonne chose parce qu'ils n'ont pas besoin de rencontrer la crête de consommation. Ça veut dire que plutôt que d'installer des turbines à gaz qui font partir de temps en temps en hiver au moment où la consommation est élevée, mais c'est les consommateurs qui vont réduire leur consommation. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont avoir des taux horaires vis-à-vis de la consommation pour aplanir leur courbe. Ils vont vous charger le double lorsqu'il y a beaucoup de consommation. Aucune de ces choses-là n'est à votre avantage. Aucune n'est dans l'esprit de Hydro-Québec, tel qu'a été conçu pour livrer de l'énergie à un prix fixe aux consommateurs. Ce sont toutes des altérations qui sont en fait au désavantage des consommateurs. Mais on met un mot intelligent là-dessus, puis subitement, ça devient quelque chose de favorable. Ouais. Incroyable. Il faut comprendre qu'évidemment, c'est un fait qu'il y a une pointe en hiver de la demande de 6 heures en avant le matin et 4 heures, 8 heures l'après-midi, qui s'accroît et ça force Hydro surtout à importer de l'électricité sale, donc de source thermique et très dispendieuse. Là, ils vont le faire facturer la tarification dynamique, c'est un beau terme dynamique, mais ils vont le facturer plus au commerce et aux industries.
Il y a un vice-président d'Hydro qui m'a dit: Ah non, on ne va pas imposer les tarifs horaires comme ça, dynamiques, en période de pointe aux consommateurs parce que ça, il n'y a pas d'acceptabilité sociale vu que tout le monde doit chauffer en hiver. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Mais Euh, voyons donc, André, tu n'es pas né d'hier. Ce qui veut dire, c'est que je ne le fais pas maintenant parce que je ne peux pas, mais dès que je vais pouvoir, avec je ne sais pas trop quel subterfuge, c'est exactement ça que je vais faire. Parce que les- finalement, toute entreprise essaie de minimiser ses coûts, puis d'augmenter ses revenus. Alors, oui, il serait un mauvais vice-président ou un mauvais gestionnaire s'il n'essayait pas de le faire. on a besoin des profits d'Hydro pour financer nos écoles et nos hôpitaux, évidemment. Mhm. Intéressant, c'est que là, on tombe dans la gestion de l'énergie. Hydro donne 10 000 pour un stockage dans de la maçonnerie qu'on chauffe électriquement avant 6 heures le matin. Puis là, tu peux éteindre ton chauffage électrique à 6 heures le matin. Il y a une compagnie écossaise qui s'appelle SunAmp, SUNAMP, que je présente dans mon prochain numéro. Il y a un matériau à changement de phase qui Mhm. stocke 4 fois plus de chaleur dans 4 fois moins d'espace que l'eau. Et Mhm. donc, ça va être une autre façon. Donc, oui, il va peut-être y avoir des technologies, mais j'espère que ça va être. La tarification va être équitable. Puis, ils vont devoir compenser les gens qui sont à faible revenu. Euh, Oh, ben ça, c'est des choses généralement. Dans le fond, vu que les gens ne comprennent pas ce que c'est la puissance réactive, c'est un blindage parfait pour ne compenser absolument personne. En d'autres termes, Hydro-Québec va se mettre à expliquer les détails de l'électrotechnique aux gens pour la justice sociale. Pas Ils juste vont prendre l'ajouter à tout la ce qu'ils fin. peuvent, puis le gouvernement va se ramasser à devoir payer les assistés sociaux un peu plus cher. Ben ouais. En terminant, j'aimerais parler du fait que tu as participé, tu étais un des commissaires ou membres de la commission du New Hampshire sur la 5G et la santé, Mhm. qui a fait des recommandations au gouvernement, qui a un projet de loi, entre autres, ils veulent éloigner les antennes à au moins 500 mètres, je crois, ou Bon, ça, 50 c'est ce pieds. que la commission avait recommandé, mais c'est évident que si on mettait une loi, euh, plus qu'une recommandation, si on mettait une loi, ben là, il y aurait une levée de bouclier de la part de l'industrie, puis que probablement ce serait très difficile à contrer. Donc, ils ont essayé quelque chose d'un peu plus modeste là, pour le moment, là, mais l'esprit, dans le fond, c'était effectivement d'éloigner toutes les, euh, les maisons habitées euh, de, justement des tours de cellulaire. Parce que finalement, on a évidence qu'à l'intérieur de 500 mètres d'une tour cellulaire, qu'effectivement, il y a des effets sur la santé qui sont ressentis, détectés épidémiologiquement et vraisemblables. Puis il y a surtout l'étude de Dode au Brésil, qui est une étude extrêmement intéressante qui dit que s'ils installent une antenne près de chez vous et que vous avez le cancer, vos chances de mourir peuvent augmenter si vous êtes tout à côté de cette antenne-là de jusqu'à à peu près 35 vos chances de mourir. Donc, ce n'est pas un mal de tête dont on parle, c'est quelque chose de vrai. Oui, c'est assez sérieux. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que le New Hampshire devienne le premier État américain à adopter une telle loi éloignant les antennes à 500 mètres des maisons, 1640 pieds? Bien, ça serait dans l'avenir parce que même à l'heure actuelle, ils n'osent pas proposer ça comme loi. Lorsqu'ils sont en train d'essayer de faire Dans le passer projet au de niveau loi? comme C'est pas loi. dans le projet de loi? Non, non, non. C'est pas une loi, Projet de loi. c'est Un une bill. suggestion du comité qui a Ouais. étudié les ondes électromagnétiques. Là, la loi qui est en discussion au New Hampshire, c'est en fait de passer un genre de framework, de procédure qui permettrait aux municipalités du New Hampshire d'avoir plus de contrôle sur la localisation de toutes les antennes de cellulaire Ah oui? dans, dans le territoire. Donc, le projet de loi que je montre ici, c'est mort, ça? Il n'y a aucune chance que ça revienne? Ça serait l'État là, qui éloignerait à 1640 pieds. Moi, je pense que, Les villes. d'après ce que je sais, les politiciens là-bas n'ont pas
n'ont pas confiance qu'ils peuvent faire passer ça immédiatement. Mhm, mhm. C'est sûr qu'il doit y avoir pas mal de lobbying, en effet. Mais donc, les études parlent de 500 mètres où il y a plus de cancer hein, pour les gens qui vivent. Non seulement il y a plus de cancer, mais également il y a plus d'effets neurologiques négatifs. En d'autres termes, les effets qu'on peut détecter non seulement chez les électrosensibles, mais chez les autres, Problème de euh, sommeil, maux de tête, toutes sortes de choses comme ça, oui. mémoire à court terme, des choses comme Oui, ça. C'est sérieux, là. oui. Et ça, c'est pas tout le monde qui est à moins de 500 mètres des antennes. Il faut que le faisceau pointe dans ta maison. Mais en réalité, les études épidémiologiques n'ont pas toujours accès, et en fait, ont rarement accès aux détails de l'irradiation des antennes sur un poteau. Ça fait que, dans le fond, je sais que ce qu'ils ont fait au Brésil, c'est simplement de prendre toutes les études ensemble, de prendre tous les cas de cancer, d'inventorier quand un nouveau poteau de cellulaire est installé, puis suivant la distance, sans regarder en détail les caractéristiques d'une Ouais. tour ou d'une autre, ben, ils ont détecté une augmentation de 35. Donc, probablement que si on faisait une étude où on pouvait déterminer exactement où l'irradiation était, on aurait plus qu'une augmentation de 35 de mortalité. Ouais. Mais encore les études s'accumulent de ce côté-là. On peut montrer Levitt et Lai qui ont fait un résumé en 2010. Mais je peux te poser une question, André. Si tu venais de faire une étude où tu démontrais que l'installation d'une tour cellulaire augmentait le risque de mourir de 35 puis qu'après ça, tu allais quémander la coopération de l'industrie des télécommunications pour continuer ce genre d'études-là, penses-tu que tu serais bien reçu? Non, surtout sachant que les hauts fonctionnaires comme la Commission des communications des États-Unis, la FCC, les anciens patrons de l'industrie, le CTIA. Mais Fait si que, tu vas voir le gouvernement de la même manière, tu te rends compte que le gouvernement, dans le fond, euh, est en grande partie, je dirais, géré par des industriels qui, dans le fond, ont intérêt à ne pas perturber l'activité économique parce que, de leur point de vue, l'activité économique, ce sont des revenus et l'industrie leur dit aux politiciens, on vous offre des revenus et des taxes la plupart du temps, ces chiffres-là sont faux, mais c'est l'image de leur industrie qui présente aux politiciens. Et les politiciens, eux, ils n'ont jamais le temps de rien faire. Alors, ils doivent prendre l'avis du plus grand nombre de personnes qui leur parlent. Et l'industrie sont nombreux. Alors que les gens dans les universités qui font des recherches là-dessus sont très, très peu nombreux. Donc, en contrôlant le nombre de on ne voix, mange pas des millions de personnes non plus, bien, on n'amène pas des milliards d'impôts et de taxes. ouais. Donc, c'est les gens qui parlent le plus fort ou qui sont le plus nombreux qui ont de gain de cause.